Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous commencerons notre édition de ce lundi 12 octobre par faire le bilan de la saison touristique à Seignos. Puis nous ferons la connaissance de Sébastien Boel et son association Le Colosse au pied d'argile. Nous nous rendrons à Léon pour un hommage aux bûcherons canadiens avant de faire la chasse au trésor des fêtes de Josse. Nous clôturerons ce journal par un week-end chantant et le métier d'éducateur sportif aquatique. Début octobre, l'Office de tourisme de Seignos a invité les acteurs touristiques de la commune à son traditionnel apéritif de fin de saison. L'occasion de faire le point sur la saison écoulée tout en partageant un moment convivial. Cette année, c'est au village camping Océalliance que l'Office de tourisme de Seignos a convié ses partenaires touristiques, hébergeurs, restaurateurs et prestataires de loisirs. L'occasion pour chacun de se retrouver après le rush de l'été. Là, c'est surtout un temps un petit peu calme une fois que la saison est passée. On aime bien se retrouver en bilan de fin de saison avec nos partenaires pour dresser ensemble un bilan de la saison et puis surtout favoriser l'échange et la rencontre entre des gens qui travaillent tous à Seignos mais qui n'ont pas forcément le temps d'échanger et de se rencontrer le reste de l'année. L'heure était aussi au bilan avec une fréquentation de la station supérieure à l'année dernière. La saison globalement a été bonne. Elle a été bonne par rapport à 2014. On a eu une fréquentation très soutenue entre le 15 juillet et le 30 août, mais ça c'est la haute saison on va dire. Mais sinon la saison globalement, y compris les périodes d'avril et de mai notamment, ont été la saison, on peut dire qu'elle a été bonne comme globalement sur l'Aquitaine. Une saison 2015 meilleure que la précédente, avec toutefois quelques disparités en fonction des secteurs d'activité. Les écoles de surf en particulier ont eu des conditions de mer cette année compliquées, donc forcément ça se répercute sur le chiffre d'affaires. Les restaurateurs, c'est inégal, certains ont très très bien marché, d'autres nous disent que la saison est équivalente à l'année dernière. Ce qu'on ressent, c'est vraiment une baisse quand même du ticket moyen des dépenses des touristes qui font de plus en plus attention à leurs dépenses. La saison touristique n'est pas tout à fait terminée grâce au Quicksilver Pro qui attire toujours beaucoup de touristes, puis elle reprendra fin mars avec le week-end de Pâques. Victime de viol à son adolescence, Sébastien Boel brise le silence par le biais de son association Le Colosse au pied d'argile. Il témoignait face aux parents et enfants de Saubrigue fin septembre. C'est à la Mamiselle à Saubrigue que Sébastien Boel a raconté son histoire mercredi dernier. Violé à son adolescence, il témoigne aujourd'hui à travers son association Colosse au pied d'argile. Mais l'association, moi je l'ai créée suite à mon procès, quand j'ai vu mon agresseur partir menotter. J'ai eu 3 jours de procès où j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes, mais surtout comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants et vos enfants. Et en tant qu'ancien rugbyman, je suis parti en milieu sportif parce que il se faisait rien. Et quand j'allais sur des tournois, je voyais des comportements déviants, notamment des éducateurs qui se douchaient avec les gamins. Donc j'ai créé une charte avec mon équipe de professionnels. Et maintenant, tous les clubs s'engagent avec nous volontiers. Et on leur apporte vraiment un plus et de la sécurité pour eux, éducateurs, et aussi pour les enfants. Grâce au guide qu'on a créé aussi, on amène le sujet tabou en famille. Donc on fait la protection vraiment de tout le monde. On essaye de faire exploser ce sujet tabou qui en est encore malheureusement trop. Une intervention qui porte ses fruits car pour la plupart des victimes voient en cette association une sorte de délivrance. Mais à chaque fois que je fais une intervention, de toute façon, en 2 ans, j'en ai fait peut-être une 60aine. À chaque fois, je libère la parole de victimes qui sont dans la salle. Pas de suite, mais le lendemain ou sur le lendemain, en général, elles m'écrivent. Ça s'est passé encore ce week-end à La Ressort, où j'étais à l'école de rugby. Et dans le public, j'avais une victime que j'avais repérée, moi, pendant la conférence. Et du coup, j'ai pu lui libérer la parole, ce qui est formidable. En 2 ans d'existence, j'ai plus de 800 témoignages et j'ai aidé 120 victimes. Ça va de 2 ans et demi à 67 ans. Des personnes qui n'avaient jamais parlé pour les plus âgés. Les plus petits, forcément, s'ils ont parlé, c'est que les parents étaient au courant et qu'ils m'ont demandé de l'aide. Donc on les a guidés, dirigés, soutenus et ça fonctionne très bien pour l'instant. Il a effectivement l'air d'être très très impliqué. Il en parle, comme il le dit, très librement, très ouvertement. Et je pense qu'il s'affronte à Colosse, en l'occurrence, puisqu'il est là pour faire visiblement sauter les tabous. Et on sait que c'est un sujet qui est très délicat, mais il l'aborde de façon remarquable. J'ai trouvé un monsieur très courageux et qui on a beaucoup appris.
C'est un sujet très tabou. Et des victimes, il y en a partout, malheureusement. Le problème, c'est que être victime, avouer qu'on est victime est très compliqué. Parce qu'on a peur, on a honte, enfin, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on a la parole qui se bloque. Et grâce à mes témoignages, quand les autres victimes, que ce soit hommes ou femmes, me voient, rugbyman, homme, qui dit avec le sourire maintenant qu'il a été violé pendant 4 ans, de 11 à 16 ans, de 12 à 16 ans, pardon. Donc ça leur donne du courage et elles ont beaucoup plus de facilité à me parler à moi que de parler à la gendarmerie ou en famille. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on saura vous aider et vous comprendre surtout. Retour sur la Première Guerre mondiale. Si la vie au front et les combats sont bien documentés, la vie à l'arrière est parfois méconnue. Dans certains cimetières de France, en Gironde ou encore dans les Landes, à l'Esperon, Parentis, Dax ou encore Léon, reposent des soldats bûcherons du Commonwealth venus exploiter la forêt durant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives ont exhumé de l'oubli cet épisode de la Première Guerre mondiale. Maintenant, direction Léon. Grâce à 2 passionnés qui se sont penchés sur l'histoire des soldats bûcherons canadiens mobilisés dans les Landes afin d'exploiter la forêt, indispensable pour satisfaire les besoins des armées alliées, dans les tranchées, pour les poteaux télégraphiques ou les chemins de fer et les ponts endommagés par les combats. Ces hommes ont reçu pour la première fois les honneurs militaires et religieux de leur pays, avec la venue de l'attaché de la Défense de l'ambassade du Canada et de l'aumônier brigadier général David Kettle. Asked me if I might take part and commemorate them, and I was flattered, and so. On m'a demandé de participer à des cérémonies de commémoration pour ces soldats. J'ai été honoré et en tant que Canadien, j'ai décidé de venir pour participer. Je n'ai pas eu beaucoup à faire en dehors de réaliser les cérémonies. Et partout où nous avons été, tout le monde a été merveilleux. Les jeunes étaient présents, des gens de tous âges en fait étaient présents et tout le monde était enthousiaste. C'est très agréable de voir cet accueil chaleureux que nous avons reçu pour ces cérémonies. C'est très important, je pense, pour moi de venir, de participer, mais de pouvoir retourner et de témoigner les efforts que font les Français pour se rappeler du sacrifice des Canadiens, mais aussi de tous les soldats alliés qui sont venus à 2 occasions au cours du dernier siècle pour aider et libérer les Français. À travers ces cérémonies, c'est une part de l'histoire de la Grande Guerre, peu connue aussi bien en France qu'au Canada, qui refait surface. En 1916, avec les coupes anarchiques qui va se produire, parce que c'est le génie normalement qui s'occupe du ravitaillement en bois des troupes, et les Français comme les Britanniques vont faire des coupes anarchiques. Et le service des bois, l'ONF, va attirer l'attention en disant « Attention, vous êtes en train de massacrer la forêt ». Donc, et en même temps, simultanément, les Britanniques vont demander aux Canadiens, qui sont les spécialistes de bûcherons, de fournir des unités militarisées de bûcheronnage. Et à partir de 1916, le lieutenant-colonel qui deviendra major général MacDougall va créer des unités forestières avec l'aval de son commandement. Et c'est lui qui va commander le corps forestier qui va être autant déployé en Grande-Bretagne qu'en France. Alors c'est vrai qu'en France et dans les Landes de Gascogne, c'est 18 compagnies du corps forestier qui vont être déployées. Mais il ne faut pas oublier que des troupes ont été envoyées dans le Jura, dans les Vosges, en Normandie et au plus près des zones de combat, puisque certaines unités forestières, c'était des soldats, et certains, on les a armés pour combattre dans les tranchées. Rarement, mais ça a été fait. Dans les Landes, c'est la maladie qui va toucher ces bûcherons. Ces militaires sont morts de la grippe espagnole. Ils sont morts dans des petites formations hospitalières qui étaient dans les villages où étaient installées leurs exploitations. Et c'est pour ça qu'ils sont enterrés dans le cimetière communal. Dans la mentalité anglo-saxonne, un soldat qui décède dans une localité doit être enterré dans cette localité. Et son corps ne doit pas être touché. Leurs sépultures, d'ailleurs, appartiennent à l'Empire britannique. En action de grâce pour la vie reçue et l'amour partagé, je menais ces corps déjà enterrés, terre dans la terre, cèdre dans le cèdre, poussière dans la poussière. L'an dernier, j'ai déposé 55 jobs. Donc, je reçois beaucoup d'invitations pour des cérémonies. Et je peux vous dire que c'est dans les plus petits villages où je suis le plus frappé
de la sincérité, du professionnalisme des autorités locales, des présidents d'associations de devoirs, de vétérans, les porte-drapeaux qui vraiment s'activent année après année pour garder le mémoire de ces gens en vie. Désormais, dans le cimetière de Léon, ces 4 tombes du Commonwealth ont repris tout leur sens, redonnant ainsi à ces soldats bûcherons canadiens toute la dimension de leur sacrifice. Si le plus gros des fêtes se déroule l'été, certaines communes ouvrent leurs bodega après la saison estivale. À Josse, les fêtes ont eu lieu sur 2 week-ends avec en nouveauté cette année une chasse au trésor pour petits et grands. Alors que le comité des fêtes attendait une quinzaine d'équipes, c'est le double qui s'est présenté pour prendre le départ de la chasse au trésor de Josse, édition 2015. Il y a déjà eu une chasse au trésor qui a été effectuée il y a quelques années. On a repris le concept en le simplifiant un peu pour permettre aux gens de Josse de découvrir l'ensemble du village en parcourant une majeure partie du village qui va du pont de la Marquaise jusqu'en haut de la zone du Mouta. Sans traverser les axes routiers bien sûr pour une question de sécurité. En équipe, les participants ont sillonné la commune de long en large et en travers afin de répondre aux questions et aux énigmes concoctées par le comité des fêtes. On a choisi des lieux symboliques de Josse et l'église, la station d'épuration, les zones artisanales, le pont de la Marquaise bien sûr. Et une fois qu'on a choisi en fait ces lieux, on a cherché des questions à poser par rapport à cet endroit-là, quoi. On a une piste sur la station d'épuration. Il faut qu'on relise l'énigme. Une question ou une énigme? Une énigme. Sous le soleil, les équipes se sont lancées avec bonne humeur dans cette chasse au trésor où il valait mieux être à vélo. On a commencé à pied, mais après on a vite été chercher les vélos parce que c'était très étendu. Voilà. Numéro de téléphone? De quoi? C'est le numéro de téléphone. Heureusement qu'on n'est pas parti avec l'adresse, les cocos. Ah bon? Mais non, tu l'as dans le téléphone. Dans de Mais quiche. non, c'est le SI. Ça se passe bien? Non. Super. Non. Je pense qu'il va y avoir 8 divorces demain. On va divorcer avant la fin de la journée. La peinture rue. Quel est le nom de Ça permet de redécouvrir le vélo. Plutôt physique, pour quelqu'un qui fait pas souvent du vélo. Ouais, c'est ça, là on a mal aux cuisses, on a bien pédalé, on a bien bougé dans Josse, donc après on a une Jossesse parmi nous, alors on était aidés. Il faisait très chaud, le soleil était avec nous, c'était impeccable. Au final, c'est une famille de nouveaux Jossais qui a fait tout le parcours à pied, qui a le mieux répondu aux questions, lui permettant ainsi de tenter d'ouvrir le coffre au trésor avec succès. On pensait qu'on allait être arrivé dans les derniers, même pas avoir le temps de donner les réponses quoi, des énigmes, et ça a été quoi. On a aussi beaucoup posé de questions. Comme on ne savait pas trop, on a posé des questions et après on a déduit. Et voilà. Pour la petite histoire, on vient d'arriver, on est arrivé au mois d'août à Josse. Donc on ne se connaît pas vraiment tous les lieux, on ne connaît pas l'histoire. Et donc on s'est renseigné un peu à droite à gauche, quoi. Donc c'était surtout une victoire collective, on va dire. Cette chasse au trésor, qui a connu un beau succès avec une version pour les plus petits, reviendra l'an prochain. Mais attention, le comité des fêtes a déjà promis une édition plus difficile. Le week-end du 2 et 3 octobre, l'association Corenco organisait pour la première fois dans la région un week-end chantant à Saint-André-de-Seignan. Week-end parrainé par l'organisme Chansons Contemporaines. Et quoi de plus naturel que d'axer ce week-end convivial sur le thème de la gastronomie? Regardez. Pendant 2 jours, 150 choristes de tous âges et de tous horizons se sont retrouvés à la Mosaïque pour chanter dans la convivialité, dirigés par des chefs de chœur de chansons contemporaines. En fait, Chansons Contemporaines, c'est une association à rayonnement national. En fait, on parraine différents événements chorales. Et le principe de Chansons Contemporaines, c'est de réussir à concilier la chanson francophone dans sa version chorale polyphonique. C'est-à-dire comment on chante la chanson en collectif, comment on l'harmonise, comment on écrit les arrangements, et puis comment on la dirige. Voilà, donc on parcourt les routes de France avec ces événements chorales au service de la chanson. On a eu ce week-end le privilège de monter 3 chansons qui n'étaient pas connues des 150 participants la veille. Et donc on a monté une chanson très récente du groupe nordiste Les Blaireaux, donc pas du tout connue, c'est une découverte. Évidemment, il y avait une chanson plus patrimoine, une chanson de Triane, qui parlait des crêpes bretonnes. Et puis aussi quelque chose de plutôt connu, une chanson interprétée par Joe Dassin dans les années 60, c'est Le Petit Pain au chocolat.
Et ça a permis de vraiment détendre très vite l'atmosphère. Les 150 choristes nous ont suivis les yeux fermés. C'était super. Une ambiance détendue et un résultat de qualité dont ont pu profiter les spectateurs venus écouter la restitution finale de fin de stage. Un premier stage réussi pour tout le monde. Je suis contente du résultat parce qu'il s'est déroulé de la façon dont on le souhaitait, question organisation. L'intendance est importante, la chanson matérielle aussi. Et surtout que les retours des choristes sont très très positifs. Ils ont partagé des moments forts. Et le résultat abouti qu'on a présenté n'est pas un vrai concert, c'est un résultat de rendu de chantier. Mais l'émotion était palpable entre les choristes qui ne se connaissaient pas au départ, qui se sont retrouvés à 150 personnes de tous les horizons de France et qui ont partagé un même répertoire et qui se sont retrouvés sur 3 chants qu'ils avaient appris ensemble en un seul week-end. Et ça, c'était l'objectif premier dans la rencontre et j'en suis très, très contente. Et mes propres choristes ont tous participé, ou quasiment tous, à cette mini-formation. Et pour le chœur lui-même, ça va être très, très positif à l'intérieur du groupe. Il faut dire qu'elle est vraiment très Du coin ou de très loin, quand on aime, on ne compte pas. Je fais depuis quelques années les week-ends chantants. À la base, c'était dans ma région en Lorraine, mais là, je commence à m'expatrier un petit peu et donc je suis arrivée ici dans les Landes. Voilà, ce soir, on prend le train de nuit. On fait des kilomètres, mais c'est pour voir les gens qu'on aime, faire des choses qu'on aime, donc on compte pas. Super, bonne ambiance, les animateurs les chefs sont merveilleux. Alors on habite à Lézignan-Corbière, on est venu donc, on était 25 choristes de la chorale Les Arts de Rien, que j'ai le grand plaisir de diriger. On repère des visages, on repère des prénoms, on échange, et puis finalement les gens qui gravitent autour de chansons contemporaines, ils ont la même philosophie, la même façon de voir la chanson chorale, et donc on échange toujours plein de trucs, c'est toujours très enrichissant et très sympa. Ça fait partie de notre vie, de notre ensemble. Même si on commence à vieillir, mais bon, on est toujours présente pour chanter. Et il n'y a pas à dire, le chant c'est convivial, universel et contagieux. Aujourd'hui, Jérôme nous parle de son métier d'éducateur sportif aquatique. Jérôme a 37 ans, il aime les nouvelles technologies, l'ultimate frisbee et son métier. Jérôme est éducateur sportif aquatique. J'anime des activités pour tous les publics, cela va des cours de natation à l'encadrement des écoles. Mais aussi de l'animation pour les petits et les grands, comme l'aquabiking ou l'aquafitness, et bien sûr, j'assure la sécurité de tous. Jérôme est pédagogue, toujours souriant, et sait aussi être innovant en créant de l'animation. Mon but, c'est que les gens reviennent. Ce qui est dommage, c'est qu'on a encore l'image du surveillant qui fait rien de sa journée. J'ai un boulot de dingue. Ah, m'en parle pas, moi aussi. Mais non, le métier a bien évolué, je m'ennuie jamais, il n'y a pas de routine. Je partage ma passion avec plein de gens à qui j'apporte du bonheur et de la joie, et ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Jérôme a passé son brevet professionnel en alternance. On recherche 5000 animateurs sportifs par an pour 1 600 € en début de carrière, et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Chérie, c'est important, je mets lequel? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite de passer une excellente journée.